Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une analyse de l'UFC Paris. Alors je vous rappelle, je m'appelle Nicolas Renier, je suis plutôt spécialiste du sol, ça fait plus de 20 ans que je pratique le combat au sol sans kimono, lutte à livrer, grappling. Et bon, sur internet j'ai pu voir pas mal d'analyses et ça vient surtout de personnes qui sont spécialisées dans le pied-point. Du coup, je trouve qu'il y a certaines choses qui manquent un petit peu, donc je voulais vous apporter mon expertise sur 4 combats. J'ai choisi 4 combats. Les Français, on va dire que je suis le plus et que je connais le mieux. Plus, bah voilà, j'ai étudié un petit peu leurs adversaires. Donc je vais vous faire ça dans cette vidéo-là. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, cliquez juste en dessous, abonnez-vous et laissez quelques commentaires, ça aide toujours. Je vais commencer avec le combat de Morgan. Morgan qui est au NR Fight jusqu'à il y a un mois. En fait, il était à la Team Chapa Cage avec qui on a beaucoup d'échanges avec le NR Fight, qui est encadré par Eduardo. Et donc, il s'est toujours entraîné plus ou moins avec NR Fight. Et du coup, depuis un mois, il est plus au NR Fight, mais c'est quelqu'un forcément que je suis avec qui je me suis beaucoup entraîné et que j'ai aussi un petit peu entraîné au sol. Donc, je connais un petit peu et donc j'ai regardé pas mal de. Alors, j'ai pris des notes pour que ce soit le plus constructif possible. Et donc, son adversaire, Manolo Zecchini. Donc voilà, pour Morgan, moi, alors c'est quelque chose que je lui ai toujours dit, c'est que je trouve qu'il exploite pas assez son contrôle contre la cage, mais pas que le contrôle, le fait de contrôler, mais surtout de détruire son adversaire contre la cage et de le jeter en l'air. À chaque fois qu'il l'a fait, ça s'est toujours bien passé. Physiquement, il est vraiment très fort pour cette caté-là. Il a le cardio pour tenir 3 fois 5 minutes, même 5 fois 5 minutes sans problème, à faire des guerres, à jeter les mecs dans tous les sens. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il n'exploite pas assez et que j'espère peut-être dans ce combat-là qu'il va exploiter un peu plus parce que franchement l'autre en face, contre la cage, c'est pas terrible et au sol, de ce que j'ai vu aussi, c'est pas super. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose que Morgan va aller chercher et qu'il va pas vouloir faire la guerre debout. Voilà, Morgan, pour moi, il fait beaucoup trop de guerre debout, il prend beaucoup trop de coups. Alors c'est bien, le public, il est content, waouh, super, mais pour faire une carrière longue à l'UFC, c'est quand même mieux de pas trop se prendre de coups, surtout dans les premiers combats. Donc j'espère que voilà, il va aller exploiter ça. Donc travailler contre la cage, ramener au sol, frapper l'adversaire, tenter des soumissions, mais même ses frappes, elles sont très très lourdes quand il est dans votre garde. J'en ai eu quelques-unes dans la tête, donc c'est très très lourd. Et physiquement, il est tellement athlétique en fait que il est très très difficile à renverser. Donc il est au-dessus, moi je dois essayer de le mettre sur le dos ou essayer de me relever ou aller prendre son dos. Et franchement c'est une galère avec lui de faire ça. Et en plus ses frappes sont lourdes. Donc j'espère que c'est quelque chose qu'il va chercher à exploiter sur ce combat-là et qu'il ne va pas rentrer dans le jeu agressif de Zecchini et qu'il va pas partir à la guerre. Pour moi, Zecchini, s'il veut gagner, il faut qu'il essaye de rester à distance et pousser Morgan en fait à livrer une guerre avec lui, quoi. Et je pense que c'est là où il faut pas qu'il aille, Morgan, parce que je le vois pas du tout perdre ce combat. Après, ça reste un combat, hein, mais je vois Morgan quand même largement au-dessus, dans quasiment tous les compartiments. Maintenant, ce que j'espère pas, c'est que ça aille pas à la décision, ou en tout cas que ce soit pas assez équilibré dans les échanges. J'espère vraiment que Morgan va lui rouler dessus et qu'il a mis une stratégie, on va dire, offensive. Et c'est quelque chose en fait qu'il a eu du mal à lancer dans sa carrière. C'est ce fait d'être plus offensif que contre-attaquant ou sur la défensive et punir l'adversaire. Parce que quand on veut gagner des combats, il faut être offensif, il faut aller chercher le combat. Et surtout quand on commence à l'UFC, on ne peut pas se permettre sur ses premiers combats de boxer en reculant, de tourner, de jouer à un jeu un peu je te touche, je me fais pas toucher. Non, sur les premiers combats, je pense que si on veut marquer les esprits et qu'on veut être plutôt bien loti à l'UFC, je pense qu'il faut montrer qu'on a envie et qu'on veut terminer le combat et qu'on est offensif. Donc j'espère que c'est ce Morgan-là qu'on va voir dans la cage. Et j'espère surtout qu'il ne va pas partir à la guerre. Parce que c'est le seul endroit où je pense que Zecchini peut peut-être gagner à la décision. Voilà, on a vu un Morgan des fois partir à la guerre. D'ailleurs, c'était quand il a perdu la ceinture du Cage Warrior.
partir à la guerre non, c'est pas quand il a perdu la ceinture, c'est contre le petit jeune là qui a pris la ceinture, qui avait la ceinture justement. Et on l'a vu, voilà, s'en prendre une mauvaise, et en fait derrière tout le combat, bah, c'était compliqué quoi. Il faut savoir que quand on s'en prend une mauvaise, une où on se fait un petit peu donc sonner, bah derrière c'est compliqué de revenir dans le combat, et voilà, j'espère qu'il faut, enfin en tout cas il faut qu'il essaye de rester loin de cette situation là, parce que franchement si ça n'arrive pas, je vois pas comment l'autre il peut gagner, parce que bah, Morgan, je pense qu'il est au-dessus. Voilà, en tout cas, bon courage à lui et bon fight. Le deuxième combat dont je voulais vous parler, c'était Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, pareil, avec qui je me suis entraîné quelques fois. Il est venu d'ailleurs au Brésil, il s'était entraîné dans mon club au Brésil avec moi, et c'était... bah ouais, j'étais vraiment surpris. Alors je m'étais entraîné avec lui à Paris quand il y a eu le Covid, enfin... Bon, à la fin, quand on avait le droit de s'entraîner, bien évidemment. Mais pendant le Covid, sur la période du Covid, on s'était entraîné quelques fois ensemble. Et j'ai été vraiment surpris de la vitesse à laquelle il progresse en lutte, au sol. Et d'ailleurs, c'est un petit... Souvent, je reçois des messages de « Ah, Nico, j'ai tel âge, j'ai 20 ans, j'ai 17 ans, ou j'ai 25 ans, je veux commencer le MMA, est-ce que tu penses que c'est possible d'être pro ?» Alors oui, quand on regarde Benoît Saint-Denis, je sais pas combien d'années il a de pratique, mais c'est 5-6 ans, en tout cas il a commencé tard. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il est arrivé dans le MMA déjà avec un mental de guerrier qu'il a forgé avec grâce à travers son travail. Il avait déjà un physique qu'il a forgé à travers son travail. Donc en fait, il est arrivé tout neuf dans le MMA, mais déjà avec des compétences mentales et physiques qui étaient déjà dignes du haut niveau. Voilà, moi je l'ai trouvé toujours très sérieux, très professionnel, et à savoir aussi bien s'entourer, bien s'encadrer dans sa pratique. Voilà, et Daniel Voirin, je pense que bon, on a beaucoup de coachs compétents, mais je pense que voilà, il fait partie vraiment des meilleurs coachs mondiaux, et il a su faire les bons choix. Donc voilà, pour ceux qui me posent souvent cette question-là, oui c'est possible, mais il faut quand même avoir le mental et déjà un physique quand on veut commencer le MMA. Si on commence vraiment de zéro, le mental et le physique, ça met du temps hein, à s'installer, à se construire. Donc voilà. Du coup, Benoît Saint-Denis versus Thiago Moises. Alors je trouve très très intéressant ce combat. Thiago Moises que je suis un petit peu, enfin en tout cas j'ai regardé pas mal de ses combats. Alors pour moi, Benoît Saint-Denis, il est au-dessus dans quasiment tous les compartiments. Le seul truc qu'il faut, enfin pour moi, le piège, ça va être l'expérience de Thiago Moises dans ce combat-là. Est-ce que Thiago Moises va réussir à utiliser cette expérience qu'il a, ce calme, cette patience pour ramener le combat à son avantage, comparé à Benoît qui est nouveau en fait dans ce sport, qui est nouveau dans cette organisation, qui a compris qu'il devait prouver et qui montre beaucoup plus d'envie dans ses combats que Thiago Moises qui est beaucoup plus posé, voilà, gérer la distance, coller contre la cage, ramener au sol, frapper, enfin voilà, c'est un schéma plutôt classique de mec qui travaille plus particulièrement au sol. Mais et du coup, est-ce que Thiago Moises va réussir à imposer son expérience et à imposer son temps de travail, son rythme à lui? Je suis pas sûr. Moi, je pense que Benoît Saint-Denis a vraiment l'avantage dans tous les compartiments. Je vois pas. Alors peut-être contre la cage, Thiago Moises est plus précis, peut-être. En vrai, Thiago Moises est quand même plus précis sur pas mal d'aspects du combat. Mais le fait que Benoît Saint-Denis ait plus d'envie, des fois l'envie surpasse la justesse. D'accord, combien de fois j'ai tourné, ou combien de fois on peut regarder des combats où il y a des mecs qui ont beaucoup d'envie, qui veulent y aller, qui mettent du rythme, et l'autre en face qui a besoin d'être plus posé, qui est plus patient, bah on voit ce mec-là en général se faire battre, sauf s'il y a vraiment un gros écart de technique. Mais là, je pense que techniquement, il n'y a pas un si gros écart que ça, techniquement en tout cas. Et du coup, moi je pense que voilà, c'est l'avantage à Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il faut éviter d'être contre la cage, mettre du rythme. Et pour Thiago Moises, s'il veut gagner, bah, je pense que voilà, il faut avoir le bon timing, attaquer au bon moment. C'est quelque chose qui est difficile. Je vois mal Benoît Saint-Denis, même s'il se fait dominer un round,
pas revenir au deuxième avec l'envie de le défoncer. Voilà, moi je pense que Benoît Saint-Denis il va passer ce combat-là, et voilà. Mais en tout cas ça va être un beau combat, je pense, un beau combat, et ça va être très, très chouette à regarder, je pense, en tout cas pour moi qui aime plus particulièrement le sol. Le troisième combat que je voulais vous parler, c'est le combat de Manon. Hop là, Manon Fiorot face à Rose Namajunas. Alors c'est combat improbable, un combat qu'on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir, encore plus un UFC Paris, tellement improbable que je sais pas si ça va vraiment se faire. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas possible que ça se fasse, donc on verra bien. Parce qu'en plus de ça, en fait, alors, j'ai du mal un peu avec les catégories de poids, en plus les noms, alors en France c'est des noms, au Brésil c'est un autre nom, aux États-Unis c'est un autre nom, donc j'ai du mal. Et en fait je me suis rendu compte, en faisant mes petites recherches, que en fait Rose Namajunas, vous me dites si je me trompe, monte de catégorie sur ce combat-là. Donc Manon est en moins de 56 kilos et Rose Namajunas combattait à 52 kilos jusqu'à maintenant. Et donc là, si mes infos sont bonnes, si j'ai bien analysé le truc, donc ça va être le premier combat de Rose à 56 kilos. Alors le truc c'est qu'elle a combattu il y a un an, son dernier combat c'était il y a un an, et elle a perdu ce combat-là dans la catégorie donc moins de 52 kilos, et donc là ça va être en moins de 56. Elles font toutes les deux la même taille, mais physiquement ça n'a rien à voir. Physiquement, alors je me demande Rose Namajunas comment elle va arriver. On peut voir que des fois elle est très très forte, des fois elle a du mal à s'imposer dans le combat. Elle met du rythme, mais elle a du mal à être incisive. Autant des fois, elle arrive à être incisive, donc elle est pas constante en fait dans son attitude dans la cage, je trouve. Et je trouve que Manon aussi a ce petit problème-là. Il y a certains combats où on la voit, puis même on l'entend même dans son discours d'après combat, où ce combat-là j'étais pas contente, je me suis pas senti bien, j'ai pas eu des bonnes sensations. Et en fait là la question c'est est-ce que le régime de Manon est bien géré? Alors j'imagine que oui, j'écoute beaucoup d'interviews de son coach qui est vraiment 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 très calé. Maintenant c'est est-ce que le régime et le cutting est bien géré, parce qu'il y a une inconstance dans son envie dans le combat, dans son envie vraiment d'être forte, de gérer cette distance, d'envoyer ses jambes. Voilà, j'ai regardé, alors j'ai vu quasiment tous les combats de Manon, et c'est vrai que c'est ce petit truc là qui ressort à chaque fois. Donc du coup on a d'un côté une Manon aussi, donc les deux en fait elles ont du mal à être constantes vraiment dans leur combat, dans leur performance. Mais bon franchement là pareil, pour moi en tout cas c'est le combat top pour Manon. Parce que Rose elle sort d'une défaite dans la KT du dessous, elle monte de KT, un an pour monter dans la KT. Après à quel moment elle l'a décidé, un an pour monter de KT, je suis pas sûr que c'est assez, surtout le physique qu'elle a. Encore, si c'était Manon qui montait de KT, je dirais ouais, elle est grande, physiquement elle est là. Mais elle, Rose, déjà pour sa catégorie, voilà, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, quand on voit la chinoise Zhang Weili, et puis aussi la polonaise, dont j'ai oublié le Johanna, quand même je trouve que Rose est en dessous physiquement, je veux dire en force, en volume, elle est en dessous. Après elle met du rythme, elle a du cardio, mais voilà, là du coup pour ce combat là je pense que, alors encore une fois, Manon je pense que ça va faire du Manon, c'est-à-dire du karaté, distance, front kick, boxer un peu en haut, se déplacer, être agressive, essayer de frapper fort. Et donc je pense pas qu'il y aura de surprise du côté de Manon. Manon du côté de Rose, on l'a vu que des fois il y avait des surprises, elle surprenait ses adversaires. Du coup là ça va être quelle stratégie va utiliser Rose pour essayer de battre Manon, mais surtout quelle stratégie elle peut faire. Alors elle est plus complète, je trouve qu'elle a plus complète. Ouais, elle est plus complète que Manon. Manon, je crois pas qu'on l'ait vue au sol. Je me rappelle pas de l'avoir vue au sol. Je me rappelle pas de l'avoir vue non plus en lutte. Par contre, elle gère super bien la distance. Et physiquement, pour la ramener au sol, faut être ou très 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 technique, ou il faut être physiquement peut-être au-dessus d'elle. Et là, Rose, je pense qu'elle a pas les
capacités techniques et physiques pour la ramener au sol et pour essayer de jouer, enfin voir, de la tester au sol. Donc franchement compliqué pour Rose, je vois pas ce qu'elle peut nous sortir. Donc moi je mets Manon forcément gagnante sur ce combat-là. J'espère qu'on verra une Manon forte, bien. Et voilà, si c'est le cutting le problème, bah, j'espère que le cutting sera bien géré. J'ai vu quelques images, elle a l'air contente, enfin, en tout cas elle est rayonnante. Donc voilà, j'espère que tout est bien géré. Je pense que oui. Et aussi dans une interview, j'ai entendu que... parce qu'elle a toujours la question de combattre devant son public. Est-ce que ça nous transcende ou est-ce que ça nous rend très 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 nerveux? Normalement, ça devrait nous transcender. La plupart du temps, ça transcende les gens. Et elle, du coup, là, c'était la petite question, mais j'ai entendu dans une interview qu'elle avait l'habitude de qu'elle combattait à l'époque beaucoup en France et que bah, ça la transcendait parce que c'est avec sa famille et tout, et que normalement, ça devrait l'aider à être encore, de faire encore une meilleure performance. Avant de parler du combat du main event, je voulais vous parler du site BJJ Fanatics. BJJ Fanatics, c'est quoi? C'est une plateforme de vidéos sur laquelle bah, vous avez des formations qui vont de 1h30 à 9h de contenu technique pour apprendre les sports de combat. On a d'ailleurs une vidéo avec Morgan Charrière, Cédric Doumbé, Youssef Bouganem, Daniel Voirin, j'espère bientôt Benoît Saint-Denis. J'attends son combat pour lui demander si ça l'intéresse d'être sur la plateforme, pour que vous puissiez apprendre avec lui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires puis s'il y a des combattants que vous voulez voir sur cette plateforme-là. BJJ Fanatics France. Voilà, puis après il y a bien évidemment des vidéos avec moi, avec d'autres combattants ou professeurs de combat au sol. Donc allez jeter un œil. Le lien il est dans la description de la vidéo, donc checkez ça. Et donc pour terminer, on va parler de Spivak. Spivak face à Cyril Gane. Alors, vous avez vu, je l'ai bien dit, hein, Cyril Gane. Ne venez pas me mettre dans les commentaires, non, c'est pas comme ça, c'est Gane qu'il faut dire. Non, on est en France, faut dire Gane. Pas de souci, je dis Gane, alors c'est vous qui décidez. Alors, j'ai regardé. Alors Spivak, je connaissais pas du tout. Du coup j'ai regardé. Et franchement, ça me fait flipper pour Cyril ce combat-là. J'ai vu son dernier combat face à Derrick Lewis. Je pense que c'est son dernier, alors je suis allé voir sur l'UFC Fight Pass, j'ai vu dans l'ordre. Je pense que c'est son dernier combat. Après, il n'est pas autant actif que Cyril Gane, Spivak. Mais attention, c'est quoi cette lutte? La lutte qu'il a, c'est un truc de ouf. Franchement, quand j'écoute les analyses des mecs, on dirait non, mais bon, il a une lutte, il fait bien ci, il fait bien ça. Non, mais attendez. La lutte qu'il a là, pour un lourd, moi je la trouve incroyable. Il s'est ramené au sol au milieu de la cage. Ça, aujourd'hui, ça reste quand même très rare. Il s'est ramené au sol contre la cage. Il s'est ramené au sol quand il est dominé sur les contrôles. Il s'est ramené au sol. À peine il met les mains sur l'adversaire, on dirait le mec il a un kimono, quoi. Il le jette en l'air. Donc franchement, je l'ai trouvé très impressionnant. Le seul hic, c'est que sur certains de ses anciens combats, la caisse, elle n'était pas forcément encore là. Et plus le temps passait, il arrivait quand même à continuer. Mais on n'a pas vu un mec le taper quand ça se relevait ou quand le round reprenait. Quelqu'un qui se déplace, qui est beaucoup plus difficile à saisir comme Cyril Gane. Donc à voir, mais alors j'ai regardé aussi donc ces combats du début à maintenant, et on a vu quand même une progression physique et au niveau du cardio. Franchement, face à Derrick Lewis, pour le garder au sol, et c'est pas garder au sol juste Derrick Lewis il est sur le dos, il attend. Non, c'est garder le combat au sol quand l'autre il bouge. Il se remet à quatre pattes, il essaie de se relever et tout. Ça, c'est très très dur et ça prend beaucoup d'énergie. Et j'ai trouvé que justement sur ce combat face à Derrick Lewis, je trouve que il montre qu'il a un cardio et qu'il est capable de rester au sol, déjà de garder le combat au sol, de soumettre, de frapper. Il frappe très bien. C'est-à-dire qu'il sait à quel moment frapper et il sait à quel moment jouer sur les positions. Ça, c'est quelque chose qui est dur à faire. En général, les gens, ils cherchent soit l'un, soit l'autre. Soit que frapper, soit que soumettre. Et lui, comme Charles Oliveira, pareil, il arrive à travailler sur la lutte, switcher sur le ground and pound, switcher sur le travail en lutte, switcher sur le ground and pound et switcher sur une soumission. Et ça, c'est quelque chose, encore plus chez les lourds, franchement, c'est quand même impressionnant. Donc, moi, j'ai vachement peur là pour Cyril. J'ai vraiment peur, ce combat, il est pas du tout bon pour lui.
je voyais un petit peu là ce que disaient les gens, que ils étaient vraiment plus pour Cyril Gane. Alors oui, Cyril Gane, physiquement, il est là. Mais arrivé au sol, alors j'ai regardé un petit peu. Après, c'est les réseaux sociaux, je regarde un petit peu ce qu'il fait, quel entraînement il met en place et tout. Alors, s'entraîner, de ce que je vois, de ce qu'on voit sur internet, de ce qu'ils montrent, moi je suis pas dans leur salle, je sais pas ce qu'ils font exactement, mais de ce que je vois, ce qu'ils mettent en place, pour moi encore une fois c'est pas bon. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous voulez vraiment progresser dans un sport, vous devez aller dans un club, ou alors vous devez avoir un coach, vraiment coach du sol. Il doit avoir un coach du sol. Je sais qu'il y a Reda Meptouche, il a des gens très compétents avec lui, mais c'est pas des coachs. C'est pas des mecs qui sont là et qui font que ça. Et il a besoin de ça. Il a vraiment besoin d'un mec du sol qui est vraiment spécialisé du sol, qui a une expérience un petit peu en MMA, mais surtout qui va diriger une séance de sol. D'accord ? Il a besoin de faire ça. Et pareil pour de la lutte. Oui, il fait venir... Alors, vous pouvez faire venir n'importe qui, mais s'il n'y a pas un groupe... En fait, on pense vraiment que c'est un sport individuel, mais oui, c'est un sport individuel, mais si vous n'avez pas le groupe autour de vous qui vous fait avancer, vous n'allez pas avancer, quoi. Et je pense qu'il a vraiment besoin de ça pour progresser au sol. Et c'est la même chose. D'ailleurs, c'est un discours qu'il a, Ben Askren. Et je trouvais ça intéressant. Ce qu'il disait, c'est que les mecs du sol ont beaucoup moins d'ego à aller se faire des camps d'entraînement vraiment de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois en anglaise ou en pied-point. Plutôt que les mecs du pied-point, en général, ils ne font pas cet effort-là pour aller se faire vraiment des camps spécifiques sol ou des camps spécifiques debout, lutte. Et je pense que Cyril, c'est ce dont il a besoin. En plus, alors là, après, il y a plusieurs interrogations forcément sur ce combat-là. Cyril, bien évidemment, c'est quelqu'un, on l'a vu, qui apprend très très vite. Donc il y a des facultés donc cognitives et physiques assez élevées comparées aux autres. Il apprend vite. Mais là, le niveau du mec en face en lutte et le niveau du mec en face au sol, faut s'entraîner des années pour avoir ce niveau-là. Et encore, c'est même pas sûr de l'avoir. Après, c'est pas forcément avoir le même niveau, mais c'est avoir la capacité de réflexion du sol, vraiment spécifique au sol, pour savoir, ok, si je fais ça, il peut aller là-bas. Donc si je fais ça... Enfin, c'est vraiment un jeu d'échecs. Et ce jeu d'échecs, il faut le comprendre. Et il faut essayer de le contrecarrer. Ça va être difficile pour lui s'il n'a pas fait cet effort-là. Donc maintenant, voilà, il y a... Donc là-dessus, moi je mets un 60-40 pour Spivak. On a vu... Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un autre aspect dont je n'ai pas parlé, c'est l'aspect mental. On a vu un Cyril Gane très touché, franchement, par le combat face à John Jones. Bon, qui ne l'aurait pas été. Forcément, il y a des gens, ils aiment bien parler alors qu'ils sont... ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Ils aiment bien mal parler, surtout. C'est pas forcément parler, on peut donner son avis, il n'y a aucun problème. Mais c'est de la façon dont c'est fait. Je trouve que c'est pas correct pour quelqu'un qui représente la France, qui nous représente. Voilà, je pense que il y a des façons de dire les choses. Voilà, moi j'étais super déçu, forcément, de la prestation. Après, ça reste du combat, c'est John Jones en face, c'est pas l'épicier du coin ou le boulanger du coin, d'accord ? Donc voilà, c'est John Jones. Et du coup, dans quel état Cyril Gane va arriver sur ce combat-là ? Donc on l'a vu, moi j'ai regardé son interview sur La Sueur, on a vu en fait que mentalement, ça l'a vachement affecté, même s'il sait prendre la distance par rapport à tout ça, ça se voit, c'est quelqu'un de relax et tout. Mais en fait, avant, on voyait qu'il arrivait à tirer beaucoup d'énergie du public, beaucoup d'énergie des fans. Et là, on l'a senti vraiment, il y a une fracture qui s'est faite. On sent que vraiment, il veut plus faire... Enfin, je sais pas, hein, c'est le sentiment que vous me direz, ce que vous pensez, mais on dirait vraiment qu'il... Voilà, il a plus envie... Enfin, c'est plus pour les fans qu'il va combattre, quoi. C'est pour lui, pour son club, pour Lopez, etc. Et je pense qu'il va être moins... Enfin, s'il fait ça, s'il a eu cette fracture-là, je pense qu'il sera moins fort mentalement. Je pense que... Voilà, et du coup, d'être là, en France, devant ses fans... Je pense que je sais pas s'il va en tirer autant de profit ou autant de force qu'il en a tiré l'année dernière.
Voilà, on va voir ça justement. Donc, dans quel état Cyril il arrive dans la cage, mentalement, et dans quel état physique Spivak arrive dans la cage. Parce que physiquement, Cyril Gane est à l'avantage, mais arriver au sol, peut être physique. Si l'autre en face il est beaucoup plus technique, c'est très très compliqué. Donc voilà, je mets un 60%, 40% Spivak au vu du combat face à John Jones, au vu de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, de comment il essayait de combler ce gap technique et d'expérience en lutte au sol, et au vu de la façon dont il parlait, de comment il avait vécu cette défaite, et surtout du regard et des mots des gens, du public, des fans. Donc voilà, c'est là où vous voyez, c'est pas cool parce que au contraire, on aurait dû montrer notre soutien et on aurait dû lui dire voilà, des choses beaucoup moins blessantes qui ont été dites. Parce que là, au final, je pense qu'on a affaibli notre plus grande promesse de ceinture à l'UFC. Et c'est là où on voit aussi que nous, on a notre responsabilité pour ces combattants qui nous représentent et qui, normalement, on est fiers de les avoir, quoi. Donc voilà, donc là, les interrogations, elles sont là. Le mental de Cyril et le physique de Spivak. Parce que bon, il y en a, ils me disent « Ah, Spivak, debout quand même, il est dangereux et tout. » L'autre, il a pris Tuivasa, il s'est pris des droites de Tuivasa. Vous n'allez pas me dire que Spivak, il peut le mettre KO. Bon, ça peut arriver, il y a des droites, voilà. Mais j'y crois pas trop. Lucky Punch face à Cyril Gane qui se déplace, qui est mobile, j'y crois pas trop. Je pense plus à un Cyril Gane qui va se faire peut-être bouffer en lutte, ramener au sol, fatigué au sol, sur 1, 2 et 3e round, que ça se termine, quoi. J'ai peur de ça, j'espère pas. Bien évidemment, j'espère une victoire de Cyril Gane, comme l'année dernière, il nous a fait vibrer. Et puis voilà, dites-moi vos pronostics là sur ces combats-là. Désolé, j'ai pas parlé des autres, je parle voilà, de ceux que je connais le plus et que j'ai le plus regardé. Et aussi où il y a le plus de chances d'avoir du sol, sauf pour Manon. Même si je pense que ça va être compliqué pour Rose d'amener le combat au sol. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, voilà, donnez de la force. Au NR Fight Club aussi, donc BJ Fanatics plus NR Fight Club. Si vous êtes sur Paris, on a des cours du lundi au dimanche, 6h à 22h. Quand vous êtes abonné, vous avez accès à toutes les disciplines. Lutte à livrer, JJB, MMA, kickboxing, anglaise, boxe taille. Boxe taille, on a eu un champion d'Europe en boxe taille. Au sol, on est très souvent la meilleure équipe de la compétition. En MMA, on a les 3 champions de France amateurs, Nicolas Leblond, Jean Endoy, enfin voilà, vous êtes très très bien encadrés. On essaye d'encadrer du mieux qu'on peut tous nos adhérents, pas que les combattants pros. On essaie d'encadrer tout le monde pour que tout le monde puisse kiffer sa pratique dans les sports de combat. Voilà, donc n'hésitez pas, dans la description, il y a tous les liens. Et puis, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo, très certainement, donc après l'UFC. Je vous ferai un petit débrief avec grand plaisir. Bon UFC Paris, kiffez bien. Je vous envie pour tous ceux qui sont sur Paris, ceux qui vont voir l'événement, vraiment kiffez bien pour nous. Et puis moi je vais regarder ça de la maison, tranquille, au chaud, à l'abri des coups. Et puis voilà, on échangera j'espère après l'UFC. Allez, merci à tous. Ossa!